J'ai cru comprendre qu'à distance le son n'était pas hyper fort, donc je vais garder le micro près de ma bouche. Non, tu peux le mettre en cravate. Là, tu peux J'ai des retours pendant le premier talk comme quoi c'était pas forcément le bon niveau. Ok, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a intéressé. Je vais vous parler de ce que c'est un lead Android et je vais vous expliquer déjà pourquoi je vous parle de ça. En fait, j'étais à Android Makers l'année dernière. Et il y avait un talk au début d'Android Maker sur l'architecture. Et pendant ce talk, il y a eu des choses qui ont été dites, qui m'ont pas mal intéressé. Il y a eu une première chose qui a été dite, c'était chez nous, les leads ils font l'architecture des apps. Donc si je veux faire de l'architecture, il faut que je sois lead. Et la deuxième chose qui avait été dite, c'était un truc du genre, je veux avancer dans ma carrière. Et pour avancer dans ma carrière, il faut que je devienne lead. Et donc en fait, il faut que je fasse de l'architecture. Et du coup, je me retrouve à faire un talk sur l'architecture. C'était des choses qui ne correspondaient pas exactement à mon expérience et à mon vécu, et du coup j'ai voulu creuser un peu ce que c'était un lead et pourquoi on avait eu cette explication. Donc pour répondre à ça, je vais déjà vous dire qui je suis. Moi je suis Alexandre, j'ai été développeur Android, donc j'ai mis IC pour contributeur individuel, donc par opposition à manager en fait. J'ai été contributeur individuel de 2013 à 2018, j'ai bossé pour WhatsApp, pour JNote, pour Cartable. Ensuite, je suis parti faire un petit tour en Australie. J'ai bossé pour VML et PlaySport. J'ai fait mes premiers pas de manager là-bas. Je suis revenu en France. J'ai bossé un peu en freelance, mais pas assez longtemps pour que je le mentionne. Et ensuite, j'ai rejoint InnoVorder, où j'ai fait à la fois développeur, puis manager de manager. Et j'ai atterri chez Combo en 2022, où je suis engineering manager. Et pour la petite anecdote, Combo ne fait pas d'Android. Donc, j'ai complètement lâché le code, je suis passé entièrement hands-off. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Premièrement, je vais essayer de regarder ce qu'on appelle un lead en me basant sur ce que j'ai pu trouver sur Welcome to the Jungle, en me basant sur les discussions que j'ai pu avoir avec les gens, pour essayer de comprendre quel est le rôle et ce qu'on en attend. Ensuite, je vais vous parler un peu des career paths en me basant sur ce qui se passe plutôt sur les grosses boîtes, sur les Facebook, les Google, les Microsoft, etc. Ensuite, j'essaierai d'aller voir un peu plus au niveau des définitions des leadership et management, creuser les théories du leadership et finir par vous parler du rôle d'engineering manager et ce que ça contient. Vous allez voir, il y a une certaine logique quand même dans cette suite. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle un lead? En fait, pour essayer de comprendre ce qu'on appelait un lead, j'ai essayé de vous parler. Donc, au dernier époque, j'ai discuté un peu avec tout le monde et j'ai eu des réponses du genre un lead, ça peut être un Scrum Master, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui manage. Ça peut être aussi quelqu'un de l'équipe en qui on fait plus confiance. Ça peut être l'architecte. On peut voir que le rôle de lead Android, il existe sur Welcome. Vous avez 35 jobs ou 37 jobs de lead Android. Donc c'est quelque chose, c'est un concept qui existe, mais il y a quand même beaucoup de réponses et beaucoup d'opinions sur ce que ça contient. En regardant un peu plus, en creusant les annonces et en me demandant ce qu'elles contenaient, j'ai pu voir 4 grands domaines. Donc une première partie qui est l'architecture, qui était plutôt prendre de la hauteur sur une application, décider plus sur les grandes lignes, pas forcément se focus sur les détails, mais avoir cette vision un peu plus large. La partie prendre des décisions, donc être un lead dans le sens avoir une voix au chapitre qui a un peu plus de valeur que les autres de l'équipe. Il y avait des notions de management aussi, être en charge d'une équipe, gérer les one-one, gérer les allocations des ressources, donc savoir qui va travailler sur quoi. Et enfin, pas mal de choses sur l'animation des cérémonies, des rôles de Scrum Master finalement. Donc ça fait un scope assez large. On a parlé de moutons à 5 pattes juste avant. Ça peut effrayer de se dire qu'il faut faire tout ça pour être lead. Je suis pas, en voyant tout ça, je suis pas ultra convaincu qu'il y ait une bonne définition du coup du rôle de lead qui en soit sorti. J'ai eu l'impression que si on accumulait toutes les demandes et toutes les opinions, on arrivait sur un rôle très très vaste. Et du coup, c'était pas forcément la bonne approche pour définir le rôle de lead. Ce que j'ai voulu faire, du coup, c'était regarder sur des boîtes un peu plus grosses qui auraient potentiellement pris le temps de développer leur plan de carrière et ce qu'on pouvait en apprendre. Pour faire ça, je me suis basé pas mal sur soit des articles que j'ai pu voir, des gens de plus grosses boîtes, soit des sites comme Levels qui permettent d'avoir les plans de carrière avec les grilles de salaire qui sont associées. J'ai pu me faire déjà plusieurs idées. La première, ça a été que commencer la carrière, c'est relativement simple. On passe les niveaux, il y a une voie, on se pose pas trop de questions. Au début, on n'est pas très expérimenté, puis on est un peu plus expérimenté,
puis on commence à être pas mal expérimentés. On peut les appeler juniors, intermédiaires, seniors, on peut les appeler entry level, on peut les appeler confirmés, on peut les appeler expérimentés. Il y a pas mal de dénominations, mais là, le chemin est relativement tracé au début de la carrière. Ça devient un peu plus intéressant après ça. On a la possibilité de choisir un peu plus quel va être notre focus par la suite. On va avoir des focus sur l'expertise, continuer à être contributeur individuel, mais être plus expert. On va avoir des focus sur les gens qui font du code, plutôt côté manager. On va avoir des focus sur nos clients ou nos prospects pour les gens qui sont plutôt en pre-sales. Et enfin, on va avoir des focus qui seront des devs, qui ne seront pas forcément dans nos équipes ou pas forcément dans nos entreprises pour les DevRel. Il y a pas mal de voies, il y en a probablement d'autres. J'en ai mis quelques exemples. Et je vais surtout vous parler des deux premières, la bleue et la rouge. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après avoir atteint un niveau de senior, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va se focus plutôt sur les gens, sur le management, ou plutôt sur l'expertise technique? Si on se focus sur l'expertise technique, on va probablement aller sur des rôles comme le rôle de staff ou de senior staff, qui vont avoir encore du delivery, qui vont continuer à coder, mais qui vont avoir un focus probablement différent de celui d'un senior, qui vont avoir un impact qui va dépasser celui de leur équipe, qui vont peut-être faciliter le rôle des autres ingénieurs, qui vont peut-être aider à architecturer, qui vont peut-être faire du tooling, former, mentorer. Donc voilà le genre de choses, et on va pouvoir avoir une progression de staff, puis de principal, fellow. Il y a des dénominations différentes, des ordres différents, mais les grandes lignes sont à peu près là. On peut prendre la deuxième track, la track management, où on peut démarrer en engineering manager, être responsable d'une équipe de contributeurs individuels, 3 à 10 personnes, avoir du coup la responsabilité de mener les one-one, avoir la responsabilité d'animer l'équipe, de valider la performance, de gérer le delivery. Passer senior engineering manager, avoir potentiellement plusieurs équipes à manager, toujours des contributeurs individuels. Aller au niveau suivant qui va être plutôt head of engineering, engineering director, où on va commencer à manager des managers, manager des engineering managers. Et enfin, arriver un peu tout en haut de l'échelle, le VP of Engineering qui va être le responsable d'une équipe technique au global, qui va peut-être manager des head of engineering, gérer des budgets, participer à des COMEX, ce genre de choses. Pourquoi je vous dis ça et sur quoi je me suis basé? J'ai regardé en fait, donc il y a un site qui s'appelle levels.fyi qui nous permet d'avoir les plans de carrière, les carrières pass des big tech. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir les tracks IC, donc celle que j'ai matérialisée en bleu avant. Ils ont des noms un peu étranges, des L3, L4 ou SDE 59 ou des choses comme ça, mais ça correspond à cette progression de junior à senior à staff qui apparaît niveau L6 chez Google par exemple, principal, etc. Donc on va avoir cette progression possible en restant donc sur la partie contribution individuelle. Et côté manager, je vous montre celle-là parce qu'on a encore cette suite, comme je vous ai montré précédemment, base de manager, director, potentiellement VP. Mais il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que chez Microsoft, on a le mot lead. Donc le concept de lead, je vous ai dit qu'il était flou. Il n'est pas flou chez Microsoft, il est assez défini. C'est le premier niveau de management là-bas. Juste pour vous donner un peu de contexte, chez Combo, on a décidé de pas s'embêter avec les noms. Et du coup, notre plan de carrière, il commence à hamster, il finit à licorne. Je vous ai mis des exemples d'attentes qu'on a pour les différents niveaux. Notre opinion, c'était qu'on avait du mal à savoir est-ce que les gens ils sont seniors, est-ce que les gens ils sont intermédiaires, est-ce qu'ils sont staff, est-ce qu'ils sont pas staff, est-ce qu'on a des principals ou pas. Et en fait, on a décidé de faire une approche un peu différente qui était de mettre des gradations, d'avoir des rôles qui soient progressivement de plus en plus impactants, de plus en plus difficiles des fois, mais sans s'embarrasser avec les noms, donc on a mis des animaux à la place. Ça n'a pas forcément de sens pour des boîtes. Enfin, je suis dans une boîte où on est une équipe tech d'une trentaine de personnes. Ça n'a pas forcément de sens d'avoir 10 niveaux, d'avoir trop de granularité. Donc on a pris les niveaux qui nous intéressaient, qui étaient représentés dans l'équipe, et on les a personnalisés avec des animaux. C'est bien, mais à part chez Microsoft, en fait, on n'a toujours pas vu le rôle de lead finalement. Cette question de base qui était qu'est-ce que c'est un lead Android? Est-ce que finalement le lead c'est l'architecte? Est-ce que c'est ça ou pas? On n'est pas forcément si éclairé que ça. Donc on va essayer une autre approche. L'approche suivante, ça va être d'aller sur Wikipédia et de chercher les définitions. Ce qu'on voit, en vrai, si on Google
leadership, si on regarde et qu'on se dit, tiens, on a vu sur Microsoft que c'était un lead, c'est un manager, on va googler est-ce qu'un lead c'est un manager, et ça va nous dire non, un lead c'est pas un manager. Bon, ça suffit pas comme définition, parce qu'un lead c'est pas non plus un xylophone. Maintenant, quelles sont les définitions finalement? Le leadership, le fait de leader un groupe ou une organisation. Le management, le fait de manager des ressources. Bon. Le xylophone, c'est un instrument de musique, ça nous aide un peu moins. En fait, ce qu'on trouve, c'est que le leadership, ça veut dire l'idée. C'est pas hyper utile. Donc c'était plutôt une fausse piste, on va passer vite à la théorie sur le leadership. Donc, ce qu'on trouve assez vite quand on commence à creuser un peu plus les concepts de leadership, c'est qu'on trouve une tonne, mais vraiment une tonne, de listes de styles de leadership. Alors il y a les 13 styles de leadership d'un côté, les 7 de l'autre, les 4 par un, les 3 par l'autre. Je me suis demandé pourquoi en fait on arrivait à ça, et j'ai trouvé des éléments de réponse sur justement les théories du leadership. Donc on a des gens qui ont commencé à étudier le leadership depuis hyper longtemps. Le truc le plus vieux que j'ai trouvé, c'était les années 40. Et on a ces personnes, Lippitt et White, qui ont essayé de définir des styles de leadership qui étaient du plus engagé, du plus présent dans l'équipe, au plus lointain de l'équipe et à celui qui laisse le plus faire. Le leader autoritaire, ça va être celui qui va à la fois définir les buts et la façon de les atteindre, qui va être très présent, très dans ce qu'on pourrait caractériser de micromanagement. On va avoir le leadership démocratique qui va faire partie de l'équipe, qui va avoir une voix au chapitre, mais qui va faire partie de l'équipe et qui va laisser la voix aussi aux autres. Et enfin, on va avoir le laisser-faire qui va être celui qui va vraiment déléguer finalement les décisions et les choix à son équipe. Donc ça, c'est une théorie qui date des années 40 et qui permet de définir 3 styles de leadership en regardant différents niveaux d'implication des managers. Je vous parle de manager, je fais un raccourci, parce qu'il y a souvent ce raccourci dans les articles. Là, en théorie, je devrais vous parler de leadership. Le leadership qui est caractérisé par le fait que quelqu'un lead et les gens le suivent. On va avoir une théorie qui est un peu plus récente, qui date des années 70, qui a été faite par Hersey et Blanchard, et qui part pas du principe juste qu'il y a plusieurs styles de leadership, mais qui va un peu plus loin, qui dit qu'il y a plusieurs styles de leadership, et il y a des styles de leadership qui sont plus efficaces avec différents suiveurs. Leur idée, c'est que moins l'équipe est mature, et plus le leader doit s'impliquer. Donc on va avoir le premier finalement niveau, ça va être le leader directif, qui va être beaucoup à donner son avis, beaucoup à faire, beaucoup à montrer le chemin, et va dire aux gens en fait quoi faire. Quand l'équipe va gagner en maturité, va gagner en autonomie, on va passer à des leaders plus coach qui vont essayer d'influencer, de vendre les idées et d'amener l'équipe à faire les bonnes choses. L'équipe va continuer à monter en maturité, monter en autonomie, et on va passer sur des leaders démocratiques, comme on a vu précédemment sur la théorie des années 40, avec un leader qui a une place dans l'équipe, mais qui a une place comme les autres membres de l'équipe. Et quand l'équipe va vraiment avoir atteint un haut niveau d'autonomie, on va avoir un leader plus délégatif qui va donner l'autonomie à son équipe au maximum et qui va préférer rester en retrait et préférer laisser l'équipe faire. Il y a d'autres théories beaucoup plus récentes. Ça continue à affiner un peu les styles et les raisons de les utiliser. Moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de me demander quels étaient les leaderships que j'avais pu voir au quotidien et que avec qui j'avais pu travailler. Et pour ça, j'ai choisi 3 exemples parce qu'il y a 3 personnes qui m'ont marqué par leur style de leadership. Le premier exemple, c'est le leadership un peu expert et exemplaire. C'est la personne qui fait tellement bien les choses qu'on a envie de la suivre parce qu'on a envie d'être pareil un jour. Ce côté de donner l'exemple, toujours être bon communicant, toujours aller au bout des choses, toujours faire le petit plus, c'est quelque chose qui permet en fait de donner une super image et d'avoir envie de suivre la personne. Le deuxième style, ça va être le style visionnaire. Le style visionnaire, c'est le leader qui porte une image, une vision de comment pourraient fonctionner les choses, qui est tellement bien et on a tellement envie de suivre qu'en fait on va se dire c'est ce qu'il faut faire, c'est là où on veut aller et on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Le leadership visionnaire, il va beaucoup participer à la culture en fait. On va se dire comme on va aller là-bas, on va faire évoluer notre culture, on va se demander comment on fait de l'ingénierie pour arriver à ce niveau-là. Et le dernier style, c'est celui qui m'a moi donné envie de faire du management, c'est ce côté servant leader, c'est la personne qui va
aider les autres, qui va coacher les autres, qui va être au maximum dans l'aide à ses suiveurs, qui va faciliter les interactions, qui va faciliter la vie en fait au quotidien, et qui va faire que par sa présence, les choses vont mieux marcher. Et c'est quelque chose que je trouve assez inspirant et qui me plaît beaucoup. Et le fait de bosser avec un servant leader, c'est vraiment un régal, quoi. Du coup, ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que plus on creuse sur le leadership, et plus on voit des notions de pourquoi on a besoin de leadership. Et en fait, on a beaucoup de ponts entre le leadership et le management. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler un peu plus du rôle d'engineering manager et de ce que ça comprend au quotidien et de comment ça se concrétise. Les engineering managers, en fait, ils vont avoir probablement 3 axes de travail: la partie people, la partie delivery et la partie tech. Dans la partie people, j'ai essayé de le séparer en 3, en démarrant sur la partie coaching. Donc, la partie coaching, c'est être capable d'aider les personnes qu'on manage à s'évaluer, à savoir sur quoi ils peuvent progresser, sur quoi ils sont déjà forts, comment ils peuvent trouver les solutions à leurs problèmes, sans leur donner la solution, mais en leur donnant la méthodologie, en les aidant à se connaître mieux, à mieux comprendre comment ils travaillent, comment ils interagissent. Ça a cette différence avec le mentor qui va probablement avoir la réponse et peut-être même la donner. Le coach, il va essayer d'amener la personne à se poser la bonne question et avoir les outils pour trouver la réponse, mais sans essayer de raccourcir le chemin. L'engineering manager, il va aussi probablement beaucoup participer au recrutement. Le fait de construire l'équipe, le fait d'avoir par exemple un manager, si c'est un visionnaire, il va avoir aussi la possibilité d'imprimer sa culture dans le recrutement et de créer un groupe qui soit homogène, qui aille dans la même direction, qui aille vers la même vision. Et les managers, ils vont aussi avoir cette notion à chaque fin d'année, quand on va parler d'augmentation, quand on va parler d'évolution de carrière, on va avoir ces performance reviews, savoir si les gens ont été aux attentes ou pas, s'ils ont fait ce qu'on leur demandait, s'ils ont été au-delà, si ils doivent évoluer dans leur carrière, si on dépassé le rôle qu'ils ont actuellement, si on fait évoluer leur salaire, etc. Le deuxième axe de l'engineering manager, ça va être la partie delivery. Donc on va avoir la première chose, la chose peut-être la plus évidente, c'est que si on rajoute un engineering manager dans l'équipe, on s'attend à ce que le delivery s'améliore, que les choses soient plus fluides, qu'on sorte plus avec plus de qualité. Donc ça va passer par plusieurs choses, soit en mettant des process en place, soit en aidant les gens à comprendre qu'est-ce qui les bloque, en les aidant à finalement en facilitant des échanges ou en enlevant plus ou moins tout ce qui peut gêner au quotidien, plus de partage de connaissances, ce genre de choses. Il va y avoir aussi une notion de synchronisation, donc souvent on a d'autres gens qui gravitent autour de nous, soit d'autres équipes techniques, soit d'autres équipes non techniques. Je pense que les engineering managers sont souvent le pont vers la partie ressources humaines, par exemple. On va aussi avoir l'engineering manager qui va être la référence quand quelqu'un de l'équipe commerciale va vouloir parler à une équipe. Et puis les engineering managers ont tendance à beaucoup parler les uns avec les autres pour s'assurer que les dépendances entre les équipes sont bien identifiées et qu'il y a une collaboration qui est bien en place. La dernière chose, c'est la communication ascendante et descendante. Communication ascendante, c'est faire remonter tout ce que savent les gens qui font du code, qui créent le produit au quotidien, vers les gens qui ont une vision plus globale et qui voient plus l'ensemble de l'entreprise. Quand on est toute la journée dans notre produit, dans notre code, on a beaucoup d'insights, on a beaucoup d'infos. L'engineering manager, c'est un super pont pour faire passer ces infos-là à un CEO ou à un COMEX ou des choses comme ça. On va avoir aussi la communication descendante. Quand on est focus sur une partie du produit ou sur un produit même, on a peut-être oublié la partie business, on a peut-être oublié la partie client, on a peut-être oublié la partie ressources humaines. Et le fait d'avoir une voix, de pouvoir expliquer à une équipe technique ce qui se passe autour, sans avoir à être là sur toutes les réunions, ça peut apporter pas mal de fluidité dans le travail, donner beaucoup de contexte et aider une équipe à être motivée. La troisième partie, en fait, ça va être le rôle tech. Finalement, il y a des engineering managers qui restent hands-on, qui vont continuer à coder dans le produit au même titre que l'équipe. Par exemple, un leader démocratique qui deviendrait manager, il serait probablement en train de coder aussi au même titre que l'équipe. On va avoir aussi des engineering managers hands-off qui peuvent ne plus coder comme les autres, mais qui vont être capables d'aller peut-être écrire du tooling, écrire des tests, scripter des choses pour automatiser, tout ce genre de choses. Les OM, ils peuvent coder finalement.
On va avoir aussi la partie challenge, donc à la fois sur la partie micro, on va être capable d'aller relire des PR, faire des feedbacks, des change requests ou autres. On va être aussi capable d'analyser des designs, des conceptions, savoir si le résultat correspond à l'attendu, si notre conception elle va répondre aux besoins de notre client. Et ensuite, on va avoir la partie plus promotion et peut-être advocacy, où on va aller écrire des blogs, parler à des talks, faire connaître l'entreprise à l'extérieur, faire connaître notre équipe, faire connaître nos pratiques, essayer de ramener du monde aussi dans l'équipe. Ce que j'ai voulu faire, c'était vous montrer en fait une semaine. Donc j'ai pris une semaine pas totalement au hasard parce que je voulais avoir un peu de toutes les couleurs. Mais finalement, les semaines ressemblent à peu près à ça. S'il y a des gens qui sont contributeurs individuels et qui voient un agenda comme ça fait peur. Autant dire que si je devais coder des grosses features, là, j'aurais un peu de mal. Parce qu'il y a beaucoup d'interruptions, il y a même de l'overlap sur certains points. Mais en gros, ma semaine, elle se décompose en 7 différentes parties. On va avoir la partie entreprise, donc on a des points à la semaine où notre CEO va nous dire ce qui s'est passé, si on a signé des gros deals et si les chiffres ils sont bons ou pas. On va avoir des démos ou des choses comme ça avec toute l'entreprise. Donc ça va être la partie jaune. La partie que j'ai mis en orange, c'est tout ce qui est en rapport avec ma propre team, ma propre squad, toutes les cérémonies agiles par exemple, tout ce qui va être donc grooming, sprint review, sprint planning, les daily. On va avoir ensuite la partie bleue. C'est un truc que moi je trouve hyper intéressant pour les EM. C'est que on a tendance à coacher nos équipes, mais du coup qui coach les EM? En fait chez Combo, on a essayé de se coacher entre nous, et donc on a des points dédiés aux EM où on va se challenger, essayer de mettre en commun nos pratiques, se demander si on performe bien ou pas. Il y a une partie one-one qui est le meilleur moment pour coacher. Donc chaque membre de l'équipe, je les vois chaque semaine pendant une demi-heure, et c'est le moment vraiment privilégié pour faire remonter les problèmes, parler des axes d'amélioration, voir là où on performe pas, sur quels axes travailler, etc. Il y a une partie recrutement, donc faire passer des entretiens ou améliorer les process de recrutement. C'est des choses qui prennent du temps. L'idée, c'est que quand on fait passer un entretien, on passe potentiellement 1 heure. Après cette heure-là, on a un débrief à faire, on a une synchronisation à faire avec les autres gens qui ont vu la même personne, se demander si c'est la bonne personne, celle qu'on veut recruter à la fin ou pas. Ça va aussi demander au fur et à mesure, faire améliorer notre process. J'étais hyper content d'ailleurs qu'on mentionne le process d'Innovorder parce qu'on a beaucoup travaillé dessus pour y arriver, et le fait de voir que c'est quelque chose qui a été un succès après, c'est hyper intéressant. On va avoir aussi des moments... Oh, pardon. Ça revient. Une seconde, ça va revenir. Ok. Ce que j'ai matérialisé en gris, c'est la partie focus. Donc en fait, s'il y a des moments où j'ai besoin de coder, il faut que je puisse avoir du temps ininterrompu. Donc j'ai toujours des blocs gris dans l'emploi du temps que j'essaie de surtout pas bouger. Et en rouge, il y a le perso. Donc là, j'ai de l'escalade, mais en gros, un bon tip à avoir. Gardez en tête que si vous avez de la couleur rouge sur votre emploi du temps, c'est un truc qu'il faut surtout pas bouger. Et vous en rappellerez là ce soir. Si vous avez mis mon emploi du temps, j'ai un gros bloc POG qu'il fallait surtout pas bouger. Donc interdiction de me mettre une réunion pour l'instant. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire un petit bilan de ce qu'on a appris. Donc la première chose, c'est que la question initiale, c'était c'est quoi un lead Android? Et en fait, en regardant un peu ce que j'ai pu trouver dans les offres et ce que j'ai pu voir ensuite dans les plans de carrière, souvent c'est soit un engineering manager, soit un staff engineer, soit un peu des deux. C'est dans ces eaux-là. C'est on va dire, un rôle au-dessus du développeur senior en termes d'avancement, en termes d'impact, avec soit une composante management, soit pas. Donc voilà, ça peut être un peu les deux. J'ai pas de réponse absolue parce que ça dépend vraiment, c'est très varié les demandes pour un lead. On peut voir aussi que sur les différentes grosses entreprises que j'ai pu vous montrer, les plans de carrière sont assez similaires. Il y a des noms différents, mais les concepts restent les mêmes. L'engineering manager, il a tendance à manager une seule équipe. Le staff engineer, il a tendance à arriver après le senior dans tous les cas, etc. J'ai aussi, j'espère que vous avez vu que la partie leadership, ça a été pas mal théorisé. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et que le leadership, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des situations, ça va dépendre des équipes. Il y a différentes applications pour différentes personnes. C'est ultra intéressant comme sujet. Je vous invite à regarder un peu plus ce qui se passe là-dedans. On peut voir aussi que le management, c'est pas le leadership, mais que le leadership peut vraiment aider le management dans différentes situations.
Et je vous ai un peu parlé du rôle d'engineering manager, qui est ce que j'expérimente au quotidien et qui est un super rôle et une bonne conversion après une expérience en développeur Android. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ?